Bienvenue dans le podcast Trends Bourse avec un regard sur l'actualité économique et vos investissements par Gaël Poncelet, journaliste chez Canal Z, et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de ING. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Trends Bourse version estivale. Pas de vacances pour Donald Trump qui revient avec un nouvel épisode sur les droits de douane. Et chez nous, évidemment, on ne peut pas ne pas évoquer la nouvelle taxe sur les plus-values. On reviendra également sur le rebond de Nike, mais également la performance d'UCB la semaine dernière qui a permis aux Belvins de garder la tête hors de l'eau. Et pour décrypter tout ça, Guy Legrand est avec nous. Bonjour Guy Legrand. Bonjour Gaël. Alors, c'est vrai qu'à l'instant où on enregistre ce podcast, on n'a pas encore toutes les informations, mais quand même, évoquons ce nouvel épisode droit de douane de Donald Trump. Il n'y a vraiment pas de vacances pour Donald. Non, pas du tout. Mais donc, encore une fois, ça risque de chahuter pas mal. On s'attend quand même à ce que ça chahute moins que le 2 avril, le fameux Liberation Day, où Wall Street... Enfin, les bourses en général avaient connu un véritable crash. Mais bon, on va marcher sur des œufs et se dire tout se passera bien, enfin on espère, et donc on n'en dira pas plus. Il y a un autre grand sujet à l'échelle belge, on en parlera moins au niveau international sans doute, mais donc on sera très belge cette fois-ci. C'est ça, on va quand même faire du coup une petite surveillance de nos portefeuilles puisqu'on sait qu'il pourrait y avoir du remous avec les différentes annonces, mais comme vous le dites, information chez nous. Alors après, on s'y attendait, c'était évoqué depuis un moment quand même. Absolument. Mais ça y est, maintenant c'est fait. Il existe en Belgique une taxe sur les plus-values. Mais oui, absolument. Alors, quelques remarques. Bon, tout le monde l'a dit, c'est tout à fait évident, c'est une décision purement politique. C'est le biscuit qu'on a donné au parti Vorreut pour qu'il ne sabote pas le gouvernement, pour dire les choses très clairement. Remarque plus fondamentale, une taxe sur les plus-values existe dans de nombreux pays. On est parfois un petit peu étonné de Oui, découvrir... ça, on était les seuls quasiment à pas avoir cette taxe. Oui, c'était une exception belge. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là que de nombreux Français viennent en Belgique. On parle souvent des grosses fortunes, mais en réalité, en nombre, les Français venant ici, ce sont surtout des hommes d'affaires qui ont lancé une entreprise et qui, au moment de la revendre, viennent s'établir à Bruxelles, en particulier, pour ne pas payer cette fameuse plus-value. Les choses ont bien changé pour des raisons fiscales françaises aussi. Ça marche beaucoup moins bien qu'avant. Bon, soit. Mais donc, ça existe ailleurs. On se demande parfois comment ils font quand on dit en Belgique, qu'est-ce que c'est que ça? C'est vrai que si le secteur bancaire se plaint que ce sera très compliqué, c'est parce que le gouvernement a tendance à lui faire le travail. C'est pas la première fois. Il s'en est déjà plaint plusieurs fois. Dernière remarque, ce n'est pas tout à fait confiscatoire non plus, c'est parfois pire ailleurs. 10%, c'est le taux normal, et pour les entrepreneurs, il y a des taux bien plus légers, en dessous de 10 millions. Donc voilà, pas confiscatoire évidemment. Maintenant, on va pas crier victoire non plus. C'est vrai que il y a du négatif évidemment, comme le faisait remarquer Sabrina Scarna, avocate fiscaliste au cabinet Tetralo. Une première chose d'ailleurs, c'est qu'en fait, on l'oublie, mais la taxation des plus-values existe en Belgique. En théorie, elle existe en théorie, mais il est stipulé de manière expresse que on y échappe lorsqu'on gère son patrimoine en bon père de famille. Donc, pour la plupart des gens, en pratique, ça n'existe absolument pas, et comme les entreprises sont pas soumises non plus. Donc, ça existe maintenant en pratique aussi. Et c'est une grosse différence, évidemment. Alors, c'est une mauvaise nouvelle malgré tout, parce que même si 10% c'est pas la fin du monde, enfin, c'était un des rares terrains sur lequel la Belgique pouvait se profiler positivement au niveau fiscal. Voilà que ça disparaît, c'est quand même pas terrible. Et alors, ce que fait remarquer Maître Scarna, c'est qu'il y a un petit souci pour les jeunes entrepreneurs. Il y a exonération partielle, etc., à partir du seuil de 20%. Donc 0 jusqu'à 1 million, 5% seulement encore, entre 5 et 10 millions. Le taux de 10% ne vaut qu'au-delà de 10 millions, à condition d'avoir 20%. Les jeunes entrepreneurs qui auraient dû, en raison d'une très forte croissance de leur entreprise, faire appel à des investisseurs extérieurs, purement financiers donc, et qui seraient
revenus à 15% par exemple, ne bénéficieraient pas de cette mesure favorable. Donc, leurs partenaires purement financiers en bénéficient, et eux qui ont eu l'idée de génie, qui ont lancé la boîte, n'en bénéficient pas. Là, il y a un petit souci. Est-ce qu'il sera corrigé éventuellement? Ça reste à voir. Parce que là, c'est les petites entreprises finalement qu'on va défavoriser en plus. Mais oui, exactement. Donc là, effectivement, c'est un peu dommage. Espérons que on fasse un geste s'en rendent compte et qu'ils adaptent. En faveur de ces gens-là. Alors ça, c'est pour les entreprises, mais les particuliers sont également concernés par cette taxe. Ah oui, les particuliers, et surtout les particuliers, de toute façon, parce que d'ailleurs, cette taxe sur les plus-values vise les particuliers, donc entrepreneurs ou investisseurs, ne vise pas les entreprises en tant que telles. Alors c'est une révolution pour le petit investisseur, entre guillemets, lui qui n'a jamais été confronté à ça, sauf éventuellement celui qui a, on va dire, spéculé en crypto. On parle beaucoup de la taxation des plus-values en crypto. On sait jamais, d'ailleurs pas très bien comment ça va se passer, quel sera le taux. Bon, ça c'est un peu particulier. Il faudrait être bon pour avoir fait de la plus-value en crypto pour l'instant. Il faudrait, oui, voilà, oui, il y en a des grosses ces derniers mois, mais bon. Mais pour l'investisseur simplement en action, oui, c'est une grosse révolution pour lui. Alors encore une fois, 10%. Bon, si on a fait une plus-value merveilleuse, on paiera 10% avec le sourire, comme dirait l'autre. On va quand même essayer d'y échapper. Forcément, alors on parle de saucissonnage de son portefeuille, revendre par tranche. Oui, mais si je revends aujourd'hui avec une plus-value de 9 000 €, donc j'échappe à la taxe sur la plus-value qui ne vaut qu'au-delà de 10 000. Si je vends un autre paquet la semaine prochaine avec la même, ça va peut-être pas marcher. On imagine que le fixe va imaginer une astuce, évidemment, pour que ça ne fonctionne pas. On va dire non, c'est 10 000 € par an. Ah bon, c'est 10 000 € par an, c'est vrai, c'est juste. Et donc, je dois être en dessous, mais peut-être que 2 fois 9 000, bon, ça marchera pas. Alors, on dit, oui, mais d'une année à l'autre, éventuellement. Vendre, oui, d'une année à l'autre, c'est bien gentil, mais si je vends aujourd'hui avec une belle plus-value, peut-être que ce poste ne sera plus en belle plus-value l'année prochaine. Ouais. Bon, ça risque de changer quand même en 6 mois d'écart, a fortiori en 12 mois d'écart. Alors, ce à quoi il faut vraiment penser, et c'est ce qu'on fait à l'étranger, c'est compenser ces plus-values, au moins dans une certaine mesure, pas trop, on peut l'espérer, par des moins-values. Et ça, c'est peut-être la vraie révolution aussi. Parce que les moins-values comptent aussi, en fait. Mais oui, on peut évidemment soustraire ces moins-values des plus-values. C'est un peu logique. Si on taxait les plus-values et qu'on ne pouvait pas soustraire les moins-values, ça s'apparenterait à l'escroquerie quand même, soyons sérieux. Donc, ça marchera. Et là, l'investisseur particulier, on dit qu'il a souvent tendance à ne pas acter ses moins-values, à ne pas vendre à moins 20%, et du coup, il est toujours collé à moins 40%. C'est un conseil à lui donner maintenant. Attention, si vous avez des plus-values, n'hésitez pas à aller voir vos moins-values éventuelles. Si vous n'en avez pas, tant mieux, bien sûr. Mais si vous en avez, il faudra absolument en tirer parti. Et je dirais que cette taxation des plus-values, d'une certaine façon, va peut-être rendre service à l'investisseur particulier en l'obligeant à considérer aussi ses moins-values, ce qu'il ne faisait pas et qu'il aggravait ses pertes. Alors, on va pas dire non plus merci le patron de Vorreut, mais enfin positivement. Presque. On va dire positivement en tout cas. Là, il y a une chose à examiner de près et ça va peut-être être une bonne habitude à prendre que d'acter des moins-values avant qu'elles ne soient dramatiques. Voilà, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Merci. Exactement. Guy Legrand, c'était pour la taxe donc sur ces plus-values. Comme on le disait en début de ce podcast, on va aussi revenir, Guy, si vous le voulez bien, sur Nike en fait, qui nous a retrouvé quelques couleurs ces derniers temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, il s'est passé une chose un peu cocasse. Bon, d'abord, pour fixer les idées, le 25 juin, Nike était à $61. Le 2 juillet, plus de 76. Un quart de progrès en 8 jours. C'est quand même un très beau redressement, au point que la valeur est sortie du rouge aussi bien depuis le début de l'année que sur un an. Le tréfonds d'avril, il faut dire que c'était assez dramatique. Nike est toujours dans le rouge par rapport à ses sommets récents. On était à $180 fin 2021. On est donc toujours très loin de compte. Alors, pourquoi ce rebond spectaculaire? Oui. Parce que Nike a annoncé des bonnes nouvelles. En fait, non. Les nouvelles sont moins pires que prévu, comme on dit familièrement. C'est parfois suffisant. Mais c'est parfois suffisant, absolument. Et ceci en est une excellente illustration. Nike a annoncé les résultats pour l'exercice 2025. Ce que lui appelle son exercice 2025, et on s'exprime souvent comme ça aux États-Unis, il faut quand même préciser qu'il s'agit
en réalité de l'exercice 2024-2025 clôturé à fin mai. Bon, hein, si on ne le précise pas, on peut pas le deviner. Mais les Américains, pour ça, ont une formulation un peu étonnante. Bon, quoi qu'il en soit, chiffre d'affaires de l'exercice, moins 10%. Bon, ce n'est pas brillant, évidemment, mais on sait que Nike a eu de gros problèmes ces dernières années à différents égards, y compris un essoufflement des ventes, plus de concurrence de produits meilleur marché. Donc, il n'a pas échappé à la tendance, c'est moins 10, c'est même moins 12% pour le quatrième trimestre. C'est très mauvais. Oui, mais c'est 3% et demi de mieux qu'attendu. Du coup, ça n'est plus une aussi mauvaise nouvelle. Le bénéfice par action du quatrième trimestre, 14 cents contre 99 il y a un an. C'est très mauvais, mais on attendait 12 cents seulement. Donc, c'est déjà moins mauvais qu'attendu aussi. Et enfin, prévision, je m'en tiens à l'essentiel, prévision pour le premier trimestre de l'exercice 25-26, donc le trimestre en cours, moins 5% de chiffre d'affaires, c'est pas bon, c'est toujours mauvais, oui, mais on craignait moins 7%. Donc voilà comment de mauvaises nouvelles, dès l'instant où elles sont moins pires qu'attendues, deviennent de bonnes nouvelles. En tout cas pour le marché. Est-ce que ça voudrait dire du coup que c'est peut-être encore pour l'investisseur le moment d'y aller, de se dire bah tiens, je vais surfer sur la vague et aller chercher 2-3 actions chez Nike? Ben honnêtement, c'est quand même un peu audacieux, hein, parce que le rebond est très sensible déjà d'abord sur des nouvelles qui sont simplement moins mauvaises qu'attendues. Mais enfin, il faut quand même savoir que c'est vrai que le CEO a dit le travail, texto, hein, je cite, le travail mené pour repositionner l'entreprise porte ses fruits. Ok, c'est très bien. Bah, les fruits sont pas encore tout à fait là, il faut bien le dire, et ils ne sont pas tout à fait en vue non plus parce que on attend un statu quo du chiffre d'affaires pour l'exercice en cours. Évidemment, c'est mieux qu'un repli de 10%, c'est quand même pas la mer à boire non plus, c'est pas le Pérou, et on attend un nouveau repli du bénéfice sur ce chiffre d'affaires. Donc de là à s'enthousiasmer, il y a quand même une sacrée marge. Le rapport cours-bénéfice est de l'ordre de 30. Alors les analystes ne sont pas négatifs, ils se partagent entre acheter et conserver. Enfin, leur objectif de cours moyen est inférieur au cours actuel. Donc après ce beau rebond, il me paraît un peu présomptueux de croire que Nike va signer, va faire des miracles et de se jeter sur le titre. 99, Ça paraît peut-être pas encore un peu indiqué. Hein. Est-ce que ça veut dire que celui qui a déjà investi doit profiter de ce rebond pour se dire ok, je sors? Ben dans la mesure où le marché a quitté son biais très négatif à l'égard de Nike, il n'est peut-être pas indispensable de vendre, il n'est pas vraiment envisageable que le cours rechute très fort, quelques prises de bénéfices sans doute, donc ça vaut peut-être pas la peine de vendre. Mais enfin, il reste trop tôt pour acheter, nous semble-t-il. Voilà donc pour l'analyse du rebond de Nike. On va s'intéresser maintenant à la petite performance d'UCB la semaine dernière. Une performance qui a surtout été remarquée puisque ça a permis au Bel 20 de pas tomber dans le rouge. Vendredi passé. Mais oui, effectivement, c'est le commentaire de bourse qui a été fait. Merci UCB. Alors UCB c'est bien redressé, plus 30% par rapport à son plus bas d'avril. Ce plus bas d'avril était vraiment très bas, il faut bien le dire, au point d'ailleurs que UCB est toujours dans le rouge et même de plus de 10% depuis le début de l'année, ce qui est une contre-performance notable par rapport à l'ensemble du marché belge. UCB est une valeur qui était un peu fantasque ces dernières années. Après de longues années de quasi-stagnation, on retrouve le cours d'UCB à 65 € fin 23, et puis au début de cette année-ci, en mars, quasiment 200. Le rebond avait peut-être été un peu trop brutal, d'où prise de bénéfices et finalement une certaine méfiance. Mais du coup, le tréfonds était peut-être excessif aussi. 130 € alors qu'on vient de quasiment 200, même pas 2 mois avant, c'est un peu excessif aussi. Voilà, maintenant les analystes et les investisseurs ont repêché UCB, c'était peut-être devenu trop cher, et puis c'était devenu très bon marché, ça a évolué très vite, mais enfin, en bourse, les choses évoluent parfois très vite. Alors, que s'est-il passé quand même en 2 mots? La réaction positive a suivi l'annonce fin juin de résultats de phase 3 positif pour le fenfluramine, un médicament contre l'épilepsie. C'est un peu marginal car l'utilisation de ce médicament dans l'usage ici, dont il est question ici, restera très minime, mais
disons que les usages de ce médicament s'élargissent et la notoriété du CB en épilepsie s'élargit aussi, se crédibilise, et c'est ça qui a joué visiblement. Les estimations de bénéfices sont très élevées pour l'année en cours, plus 50%. On attend encore plus un quart en 2026. On serait à plus de 9 euros par action. On y va. Et on y va, alors pourquoi pas. Le rapport co-bénéfice chuterait à 21 pour cette année et à 17 pour l'an prochain. Pour une entreprise de pharmacie, pas biotech, on va dire pharmacie, ça n'est pas trop cher payé, elle a vraiment le vent en poupe. L'objectif de cours moyen des analystes est de 212 euros, donc très supérieur au cours actuel. Chez Morgan Stanley, il est même de 220 euros. C'est un conseil d'achat qui date du 23 juin et qui a fait forte impression. Morgan Stanley, ce n'est pas n'importe qui. Quand il passe de 200 à 220 euros, ça a largement contribué au rebond du CB. Donc UCB est un achat assez défendable encore au cours actuel, oui, absolument. Voilà donc pour un conseil peut-être, en tout cas UCB, à surveiller. Quelle leçon peut-on tirer de toute cette actualité économique? Mais je crois que là, il faut revenir sur cette taxe sur les plus-values et répéter ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir que l'investisseur particulier doit vraiment raisonner dorénavant en fonction de cette taxe. On n'a pas encore toutes les modalités, enfin, on a donc les grandes lignes, et il va falloir réfléchir non seulement à ses plus-values, mais réfléchir à ses moins-values. Ça, c'est quand même une grande différence de raisonnement à se mettre dans sa tête d'investisseur particulier. Voilà, il va falloir faire attention aux moins-values. Un conseil judicieux. Merci beaucoup, Guy Legrand. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Avec plaisir. On en profitera pour faire un petit bilan peut-être de ce premier semestre de l'année et puis de l'attitude également à adopter face à ce marché américain qui ne cesse de nous surprendre, enfin de moins en moins, mais on commence à s'y habituer. Merci en tout cas à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Profitez bien de vos vacances si vous avez déjà la chance d'en profiter. On se retrouve dans 15 jours. Nous écoutons maintenant l'intervention d'un expert en investissement de ING avec son analyse de la situation économique actuelle. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on parle des États-Unis où les réformes fiscales de Donald Trump et la trajectoire budgétaire du pays attirent à nouveau l'attention des marchés. La Chambre des représentants vient en effet d'adopter le projet de loi One Big Beautiful Act qui prolonge les baisses d'impôts de 2017. Alors sans cette mesure, des millions d'Américains auraient vu leur fiscalité augmenter dès 2026. Mais cette décision, elle a un coût. 3 700 milliards de dollars de perte de recettes sur 10 ans pour seulement 1 300 milliards d'économies. Résultat, un déficit primaire creusé de quelques 2 400 milliards de dollars. Le déficit fédéral qui atteint déjà 6,7% du PIB et la dette publique nette qui dépasse les 100% du PIB devraient donc continuer à augmenter. Les paiements d'intérêt sur la dette représentent désormais 3,2% du PIB, soit autant que le budget de la défense, et là aussi on peut s'attendre à ce que cela continue à augmenter. Alors pour compenser cela, l'administration Trump mise sur 2 leviers. D'une part, une hausse des droits de douane, qui ne pèse pourtant que 0,4% du PIB, et puis des économies modestes via le département de l'efficacité gouvernementale, outil connu sous le nom de DOGE, mais ces mesures sont très loin de suffire. Côté croissance, l'effet est neutre, voire même négatif. ING prévoit un ralentissement de l'activité avec une croissance passant de 2,5% en 2024 à seulement 1,5% en 2025 et 2026, et ce en raison de mesures qui sont d'une part peu stimulantes et puis du climat d'incertitude que tout ceci génère. Enfin, les marchés obligataires restent sous pression. Le budget américain est très sensible au taux. Chaque hausse de 0,1 point augmente le coût de la dette de 0,1% du PIB. Et malheureusement, dans ce contexte, on anticipe des taux à 10 ans autour de 4,5 à 4,75% dans les prochains mois, soit en légère hausse par rapport au niveau actuel. Dans ce contexte, nous restons prudents sur les bons du Trésor, mais positifs sur la dette d'entreprise, et ce d'autant plus que l'endettement privé diminue alors que l'endettement public augmente. En plus, si Trump met en œuvre sa promesse de baisser l'impôt sur les sociétés de 21 à 15%, cela pourrait évidemment soutenir la capacité de remboursement des entreprises de leurs dettes, évidemment, et soutenir les actions américaines, notamment le S&P 500. Dans ce contexte, nous continuons à privilégier le secteur privé au détriment du secteur public, les obligations d'entreprise et les actions au détriment des obligations gouvernementales. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode.
Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous trouverez plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de ING.